Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale sur Soul TV. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés, que vous êtes confortablement installés. Voici, sans plus tarder, le sommaire de votre matinale. Il est orateur, poète, personnalité d'internet également, champion de France d'éloquence, c'était en 2023, auteur aussi de 2 livres, rien que ça, et désormais chanteur. Slammer, c'est ce nom. Pierre Faury impressionne décidément par son talent. Il nous fait l'amitié de venir nous rendre visite ce matin en plateau. Longtemps, il a fait vibrer les mots sur scène. Aujourd'hui, il leur donne une mélodie entre slam, poésie et pop. Son premier single, Juste un feu d'artifice, ouvre un tout nouveau chapitre de sa toute jeune carrière. Cet ancien grand timide, décidément, ne s'arrête plus de parler, de transmettre, de bousculer. Quel a été le déclic? Quel remède face à une timidité quasi maladive il y a encore quelques années? Le discours de la méthode, c'est avec notre invité dans un instant. On y va. Salut Pierre. Salut Patrice. Ça va? Ça va et toi? Pierre Faury, ça va super bien. Je suis surtout très heureux de te recevoir ce matin. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, je suis vraiment très heureux qu'ils découvrent ton travail et surtout ton talent. Orateur. Bon, j'ai mis personnalité d'internet, je savais pas comment dire parce que bon, t'es suivi par combien de personnes? Entre TikTok et Insta 400 000 environ. Ouais, voilà. Ouais, parce qu'il y a encore quelques semaines, c'est 350. On a passé à 400. Depuis la sortie de la chanson, j'imagine, du single. Il y a eu un petit boost. Voilà. Poète, auteur du titre Juste un feu d'artifice qu'on va écouter dans un instant. Auteur de 2 ouvrages aussi, je vous le disais, La théorie des cordes. Et exceller à l'oral, les 90 règles pour réussir. C'est coécrit avec Elliot Nouret. Bon, je te rassure, je te demanderai pas les 90 règles. Juste 50. On n'est pas par cœur. Juste 50 pour commencer. Pour être effectivement à l'aise à l'oral. Félicitations pour ce tout premier clip. J'ai quand même le sentiment, c'est un tournant dans ta carrière. On va le découvrir, ça s'appelle Juste un feu d'artifice, ça donne ça. « 14 juillet, ça va commencer. Il y a des étincelles dans tes iris. Mais c'est pas de l'amour que tu vois dans le ciel. Juste un feu d'artifice. Écoute le cri de ces fusées, nos cœurs qui hurlent dans la nuit. Regarde, c'est trop beau pour être vrai. Et bientôt, tout redevient gris. Je t'en laisse, c'est une tragédie. Avec toi, le chagrin est si tendre. Je t'embrasse et ta bouche d'incendie a comme un goût de cendre. Ça y est, elle va s'éteindre la lueur. On s'aime à contre-jour, je pars à contre-cœur. Un manteau feu, un manteau flamme, bouquet final, un manteau fan, un mon mythomane. Un manteau fort, un manteau flamme, bouquet final, un manteau fan, un mon pyromane. Janvier, ça repart de plus fort. Réveille les étoiles, on rallume la flamme. On a changé, remplacé le décor. Mais cette histoire n'est qu'une fable. Écoute le bruit du feu de paille, celui de la passion, bientôt consumé. Regarde, ce film de retrouvailles sera diffusé sur un écran de fumée. Tu sais, tu as tout pour me plaire. Tu es parfaite en théorie. Tu sais, tu es la femme de mes rêves, pas celle de ma vie. Ça y est, l'étincelle s'éteint, c'était pas si profond. C'est brûlé pour de faux, c'est fini pour de bon. Un manteau feu, un manteau flamme, bouquet final, un manteau fan, un mon mythomane. Un manteau fort, un manteau flamme, bouquet final, un manteau fan, un mon pyromane. Un manteau feu, un manteau flamme, bouquet final, un manteau fan, un mon mythomane. Maman je t'aime, maman je table, j'ai encore mal. Juste un feu d'artifice, c'est donc signé Pierre Faury.
Premier clip, première chanson au final. Exactement. C'était une évidence pour toi ou c'est évident maintenant que tu l'as fait de passer à la musique au final? C'est évident maintenant que je l'ai fait. En fait, Qui a eu l'idée? C'est toi qui as eu l'idée ou... Oui et non. Ah, En fait, tous les arts qu'on a mentionnés là dans l'introduction, l'éloquence, la poésie, la musique, Ouais. je crois que c'est des arts qui sont relativement jumeaux. ouais. La poésie, c'est de l'éloquence avec du rythme, et la musique, c'est de la poésie avec des notes. Mais c'est pas le même exercice. C'est pas le même exercice, Donc, exactement. Donc il y avait une continuité qui semblait logique, mais j'avais pas envie de le faire juste parce que ça semblait logique. D'accord. Je voulais qu'il y ait un vrai désir de ma part. Et il se trouve qu'il y a un an, on m'a proposé un featuring avec un artiste qui s'appelle Sauvant, qui est un artiste génial qui fait de l'électro-pop et qui faisait l'Olympia un mois plus tard. Et donc j'ai dit oui, on a fait une chanson ensemble, qui est en fait ma vraie première chanson, mais sur laquelle j'ai pas solo, quoi. Ouais. Exactement. Et on a fait l'Olympia ensemble. Enfin, il a fait son Olympia et j'ai eu la chance d'avoir ma minute sur la scène de l'Olympia. Et puis j'ai compris à ce moment-là qu'en fait ça m'animait vraiment. L'amour dure 3 mois. Exactement. Et une fois que ça a été fait une fois, je me dis tiens, j'ai envie de passer du temps en studio, travailler avec des gens, voir si ça donne quelque chose d'intéressant, avec l'idée que peut-être ça aurait pu mener à rien. Et en fait, à force d'accumuler des heures de studio, on s'est rendu compte qu'on avait... Donc avec Gabriel un truc. Mabila et Adrien Mabila. Exactement, les frères, qui sont mes compositeurs, qui sont vraiment géniaux, en l'occurrence ils sont deux. Ouais. Et on a fait du travail, et on s'est dit à la fin, tiens, on tient un truc qui a un style, on l'a vu, qui est un peu original, qui mélange du parler, du chanter, du slammer, et même dans la composition des choses plus pop, plus actuelles. Ouais. Et donc c'est, je crois, profondément original, aussi un peu niche, mais j'assume ça aussi de se dire... c'est pas peut-être Et alors quel retour, qu'est-ce qu'on te dit sur le réseau, il y a toujours de tout, bien sûr, c'est pas le juge de paix, mais c'est quoi les retours? Ouais, ils sont différents. Déjà le tien, parce que je t'ai vu regarder, c'est toujours dur de se regarder, de s'entendre. Le mien, c'est pour que le coup. je suis fier, je suis heureux, et je trouve que c'est une œuvre qui me ressemble, qui me plaît, et je crois que c'est l'essentiel. Même esthétiquement, parce que tu me parlais de ce Esthétiquement, ouais. très beau plan séquence, Exactement, je pense que tu ouais. l'as remarqué avec les feux d'artifice. Exactement, on voit pas que je suis quasiment en train de pleurer parce que c'est une séquence, donc Il faisait moins 12 il y degrés. a 3 minutes de plan à tourner, il y a du vent, on est sur une voiture, enfin c'est... Ouais, on embrasse Mais- Hermance aussi, Voilà, l'autre artiste qui est juste à côté de toi. La souffrance en valait la peine, disons. Mais non, moi je suis fier, et je suis vraiment heureux de ça, et il y a d'autres chansons qui arrivent dont je suis fier aussi. Après, les retours sont différents. Il y a des gens qui, pour le coup, me suivent depuis 4-5 ans sur une thématique très précise qui est l'éloquence, la prise de parole, Ouais. qui de fait sont pas forcément intéressés par ça, et j'ai envie de dire, c'est normal. Et il y a des gens à l'inverse qui sont des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par ce que je faisais avant sur la prise de parole, et qui me découvrent via la musique. D'accord. Et donc c'est chouette de voir justement ces hybridations-là, entre des styles, des registres, même des arts qui sont très différents, et de voir comment chacun y retrouve... C'était un texte que tu avais écrit avant de l'imaginer en chanson? Ou c'est un texte que tu as écrit justement quand tu t'es dit, tiens, on va tester la chanson? Oui et non, alors nous on compose un peu à l'envers, c'est-à-dire que normalement en composition tu commences par une mélodie, et puis tu poses ensuite un rythme, et tu poses ensuite Ouais. des paroles. Mon origine elle vient quand même du monde de la poésie, de l'éloquence, donc forcément on a plutôt pris le problème à l'envers, c'est-à-dire on part du texte qui est central, et ensuite on construit une mélodie, un rythme autour. Alors évidemment le texte du coup nécessairement est retouché à un moment, mais au fond on part plutôt du texte, parce que c'est... Quand tu dis retoucher, même raccourci Raccourcir, ou... retravailler, même retravailler. le rythme en fait, la musique c'est D'accord. essentiellement ça. Ouais. Mais on part du texte parce que c'est ce qui est central pour moi. Je suis pas un compositeur à l'origine, donc pour ne pas me trahir, je pense qu'on doit avoir un texte qui est central, et je crois qu'il l'est dans l'œuvre. Carrément. Et du coup, tu as eu besoin de... T'as réussi à te faire confiance, parce qu'il y a toujours ce syndrome de l'imposteur. Je pense que... je sais bien pas sûr. si toi... Complètement, ouais, évidemment. Et tu te dis, tiens, je vais composer, là, je vais écrire, là, c'est une chanson, c'est encore un autre exercice. T'as demandé des conseils à droite ou à gauche, ou t'as réussi à te faire confiance, à dire, tiens, avec mes compositeurs, on va tester, on va se J'ai réussi lancer. justement à leur faire confiance à eux. Parce que j'avais aucune confiance en moi sur la partie musicale. Parce que je savais que voilà, le texte, ça venait de moi, mais le reste, il y a 6 mois, j'étais à peu près incapable de faire quoi que ce soit. Et en fait, c'est là où c'est important de s'entourer de gens talentueux et de gens en qui on a confiance. Et vraiment, sur tout le projet, là, il y a une chanson, mais il y en aura d'autres. Je leur fais confiance sur Il absolument. y en aura d'autres? Oui, il y en aura d'autres, évidemment. D'accord, bon, tu m'as dit déjà une question. Et le but à terme est de mélanger justement éloquence-musique dans une œuvre à inventer, qui je pense est un spectacle qui rassemble les deux. Ouais. De raconter une histoire qui mêle ces arts différents. Mais en tout cas, voilà, faire confiance à des gens dont c'est le métier, qui eux savent, qui composent depuis de longues années, et qui savent me dire quand parfois ce que je raconte est complètement absurde,
et que je me trompe, et qui parfois savent dire tiens, pourquoi pas, essayons ça. Donc ça prend du temps. La confiance, c'est quelque chose qui se construit. Et je crois qu'en ce moment, je suis en train de la construire, donc c'est génial. Et avec le succès que tu mérites, moi je trouve que voilà, c'est très personnel, que tu as vraiment beaucoup de talent. Je t'ai vu aussi performer, tu postes, on l'a dit, tu es très actif sur les réseaux sociaux, et tu postes aussi. Tu as posté à un moment une séquence de cette chanson que tu as réalisé en live, et ça c'est encore un autre exercice qui ressemble un peu plus au concours d'éloquence, ou c'est encore autre chose? Qui est très différent, alors qui ressemble évidemment, il y a une logique qui est similaire, on a un micro, on a un public, on a un texte. Il y a quand même des vraies différences, je trouve, notamment dans le rapport au lâcher-prise. Un discours d'éloquence, souvent il est écrit, on l'a sous les yeux. C'est plus contrôlé. C'est plus contrôlé, et puis même dans l'imaginaire des gens, quelqu'un qui fait un concours d'éloquence, quelqu'un qui fait un discours, un homme politique, un avocat ou autre, on l'imagine pas débordé par ses émotions, au contraire. On apprécie une personne qui est relativement en contrôle, qui dégage de l'assurance, d'une confiance absolue. Là où je crois à l'inverse dans la musique, on attend ce débordement d'émotions-là qui est la démonstration d'une sincérité absolue. Et donc je crois que moi qui suis une personne plutôt timide, tu le disais en introduction, ma nature me pousse plutôt vers cet exercice d'éloquence où on est en contrôle, on est en maîtrise. T'es rattrapé encore aujourd'hui, parfois, par cette extrême timidité que tu as connue chez c'est le travail d'une vie, en tout cas pour moi. Et donc même aujourd'hui, sur mes premiers concerts, par exemple, je sens que je peux encore progresser parce que voilà, il faut accepter plein de choses quand on chante, de se dire l'imperfection notamment. Je crois que par rapport au discours, c'est encore plus marqué. Une interprétation en live d'un titre sera jamais parfaite. Et il faut en faire le deuil de cette perfection-là et se dire même que c'est peut-être justement dans cette voix qui par moments craquelle, dans cette hésitation-là, dans une note qui n'est pas exactement la même que celle qu'on a écrite en studio, mais qui est peut-être meilleure. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi la beauté de l'art, c'est que justement il est vivant. Et en même temps, on t'attend pas, toi, sur une performance pure vocale. Oui, on ne pas que je fasse des choses très compliquées non plus. Tu vas pas faire du Beyoncé non plus, quoi. Mais au demeurant, l'exercice est différent dans ce rapport au lâcher-prise, qui, je pense, est encore plus fort dans la musique. On va te découvrir ou te redécouvrir dans ton exercice. Alors, je vais pas dire préféré, parce que c'est peut-être plus ton préféré, mais en tout cas, l'exercice dans lequel tu excelles, c'est bien sûr l'éloquence, avec ce concours, le concours national que tu avais gagné, je crois que c'était en 2023, sur la scène d'HEC. Ça donne ça. Ce discours, comme toute chose, aura une fin. Une fin qui me rend toute chose. À cela, je réponds, qu'importe la fin. Qu'importe la fin. Qu'importe la fin du discours. Si celui-ci a donné au mot un sens unique, un sens interdit. Qu'importe la fin d'année, si j'ai forgé de nouvelles amitiés. Et qu'importe la fin d'amour. Je l'ai ressenti en parcours. La fin n'est pas toujours heureuse, chère La Fontaine. Parfois, elle n'a rien de fabuleuse. Parce que le fin mot de l'histoire, c'est que pour être heureux justement, il faut prendre le risque de souffrir, parfois en vain, d'accepter que les plus belles choses puissent prendre fin. Car justement, c'est cela qui en fait la beauté. Car, dans un discours, comme en amour, il faut parfois tout arrêter pour peut-être, demain, un jour, ou jamais, tout recommencer. Je suis absorbé. Et d'ailleurs, je me suis trompé parce que, bon, effectivement, tu as bien gagné le concours national d'éloquence en 2023, mais ça date de 2021. Exactement. Tu étais encore étudiant. Bien plus jeune. T'es un peu, voilà. T'es bien plus jeune. Mais ça n'a pas pris une ride. Ça marche toujours en fin d'année. Ouais, un discours de fin d'année marche bien en fin d'année. Ce sur mon anniversaire marche bien le jour de mon anniversaire. Ah, ok. C'est bien le recyclage aussi, même en vidéo de concours d'éloquence. Ouais, du concours d'éloquence. C'est quoi l'important? Et encore une fois, on ne va pas édicter les 99 règles pour exceller à l'oral, mais s'il y a 2-3 règles de base que toi, tu as rapidement adoptées et que l'on peut conseiller justement à nos téléspectateurs, c'est quoi? Moi, ce que je vois, surtout parce qu'il y a bien sûr la puissance des mots, mais et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu peur de le faire, et tu dois le voir dans mon phrasé, c'est la puissance du silence. Oui, j'y crois beaucoup. Alors, pour en nommer 3, tu dis qu'il y en a 90, en effet, il y en aurait même sûrement plus si on voulait en chercher davantage. Il y a un enjeu qui est pas le plus sexy au départ, qui est la structure. Un discours, comme c'est souvent long, parfois compliqué, on veut avoir quelque chose de structuré où les gens comprennent et nous suivent. Ensuite, il y a des dimensions peut-être plus intéressantes, plus sexy, comme je disais, qui va être le style. Et je crois que ce qui fait la force d'un orateur, d'une oratrice, peut-être même d'une personne, c'est quand on sait l'identifier à un style précis. Quand elle est, au fond, un peu originale. Des gens qui parlent, des gens qui font des concours d'éloquence, même dans un oral académique, il y a toujours plein de candidats qui se suivent, qui se succèdent.
Et ce qui fait qu'on se rappelle d'eux, c'est qu'ils ont un style qui est original, qui est unique. Le mien... Pardon, par l'écriture ou par le phrasé ou les deux? Enfin, peu importe. Quelque chose qui fait qu'on se souvient d'eux. D'accord. Et je crois que... Il faut avoir une espèce de signature Ouais. Exactement. Une signature oratoire, c'est même le terme précis. Je crois que c'est extrêmement important. Et donc certains vont le faire par la théâtralité, d'autres par la verve, d'autres par le langage, puis d'autres par un mélange de tout ça. Mais en fait, il faut une personnalité qui ressort, je crois. Parce qu'à la fin, certes, on retient les mots, certes, on retient le rythme, mais au fond, je crois qu'on retient surtout la personne. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer un lien, une sorte d'attachement entre soi et le public. Donc, le style, je crois que c'est important, la structure, je l'ai mentionné. Et puis, pour rejoindre cette idée de créer un lien, la sincérité, l'authenticité. Et c'est ce qui fait qu'un discours touche, quand on n'est pas juste dans un exercice de style où on s'amuse avec les mots, mais où à la fin, on dit quelque chose que l'on croit vrai, que l'on croit juste, que l'on sait authentique. Je pense que ça fait aussi que les gens se disent, tiens, j'ai pas un manipulateur devant moi, j'ai pas quelqu'un qui juste s'amuse et me prend 10 minutes de mon temps et je suis forcé à le regarder. J'ai quelqu'un qui me dit aussi quelque chose qui lui tient à cœur, qui est sincère, qui est vrai. Le petit bonus, j'ai le sentiment quand je t'écoute, parce que j'ai écouté plusieurs effectivement de tes discours, effectivement de tes exposés. Je sais pas quel est le terme de tes textes, de tes discours. C'est la petite pointe d'humour. Parfois pour égratigner, j'ai le sentiment que ça passe mieux. Parce que je crois que parfois en cours d'éloquence, on a des sujets qui sont un peu graves à traiter. Et que c'est difficile de traiter des sujets graves sans une pointe de légèreté d'abord. C'est une bonne manière de toquer au cœur des gens, l'humour. Et puis c'est une fois qu'on est dedans qu'on peut vraiment dire ce qu'on a à dire. Je t'ai vu notamment avec, je crois, toute une assistance avec des poétiques du côté d'Aix-en-Provence. Donc, exactement. Je crois qu'ils vont s'en souvenir très longtemps. J'ai cru comprendre qu'il y a l'écriture utile et il y a l'écriture sensible. Comment on passe de l'un à l'autre? Est-ce qu'il faut utiliser les deux? Et comment toi tu définis l'écriture sensible? En fait, il y a des exercices qui sont purement esthétiques. Et qui sont revendiqués comme tels. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent de la poésie ou même des chansons dans un but esthétique. Et c'est pas à blâmer, au contraire. Enfin, je trouve que c'est formidable de se dire on cherche à créer du beau. C'est génial. Et puis il y a des textes, des moments où l'écriture qu'on a, elle doit aussi être au service de quelque chose de plus grand. Je pense qu'un bon discours, de manière générale, n'est pas qu'esthétique. Il est aussi éthique. Et donc, c'est le triptyque qu'on a hérité de la Grèce antique, de se dire un bon discours, il a 3 vertus. Il plaît, il émeut, mais aussi il instruit. Et en fait, c'est trop dommage d'avoir des espaces où on a la parole pendant 5-10 minutes, que ce soit une émission de télévision, un concours d'éloquence ou autre, et on se dit, je n'utilise pas ce temps-là pour dire quelque chose qui sert les gens, qui est utile. Et ça peut être plein de choses. Il y en a qui vont défendre des positions politiques, il y en a d'autres qui vont défendre simplement un style de vie. Moi, ce que j'aime défendre, c'est ma conviction que le langage peut changer des vies, et ça, je le crois fortement. Et donc, tant que j'ai la parole, tant qu'on me la donne, j'essaierai de défendre ça. Et du coup, c'est plus compliqué pour en revenir à la musique de défendre le langage et de défendre tout ça sur un exercice peut-être plus contraignant, sur 2 minutes 30, 3 minutes? Ouais, je pense que ça se fait davantage en creux, en fait. Toute œuvre a une dimension, qu'on le veuille ou non, qui est plus ou moins politique, qui dit plus ou moins quelque chose au-delà de l'esthétique. La question, c'est à quel point c'est évident ou pas quand on l'écoute, quand on la regarde. Dans un discours, on attend aussi quasiment cette prise de position. En musique, moins. Mais en fait, elle résonne en creux. Par exemple, cette chanson-là, elle parle de feux d'artifice. On peut y voir une chanson d'amour comme il y en a plein. En fait, ce que je dis derrière aussi, c'est ce rapport-là aux choses qui brillent, qui brûlent très fort, qui sont très impressionnantes, qui ne sont pas toujours les plus vraies. Mais ça se dit en creux. Est-ce que tout le monde comprendra que le fond de la pensée, c'est que les choses qui valent le plus de l'or sont celles qui ne brillent pas? Peut-être pas, mais c'est là aussi ce qui est génial dans l'art, c'est qu'on peut y trouver plein de choses quand on fait l'effort de les chercher. Tu dis qu'être éloquent, c'est savoir transmettre des messages et des émotions. D'après toi, laquelle est la plus difficile à faire passer? L'émotion, je crois, pour la raison qu'on mentionnait avant, c'est que pour transmettre une émotion, il faut d'abord la ressentir. Et on a toujours une forme de pudeur, il me semble, à ressentir les émotions, particulièrement devant des gens, devant un public, une assemblée. Donc c'est dur, et puis surtout, ce qui nous touche nous, c'est pas toujours ce qui touche les gens en face de nous. Et donc c'est comment est-ce qu'on trouve cette résonance chez l'autre. Et c'est vrai dans toutes les formes d'art, c'est comment est-ce que ce que je ressens moi peut atteindre une dimension universelle. Et c'est toujours la grande difficulté entre vouloir faire une œuvre qui nous ressemble à nous uniquement, qui est une sorte d'extrait de ce que l'on est au fond de soi, et en même temps d'avoir quelque chose qui peut toucher les gens aussi. Comment ne pas se renier, se trahir quand on veut plaire à l'autre. Et
comment en même temps, quand on veut plaire à l'autre, rester soi et faire en sorte qu'on ait une œuvre qui nous ressemble. C'est pas évident. Et c'est là où on revient toujours au même sujet, qui est la sincérité de si ce que je dis est vrai, et sincère et authentique, étant un être humain normalement constitué, j'espère, les autres devraient aussi retrouver une part d'eux-mêmes dans ce que je peux écrire. On parlait de ton extrême timidité quand tu étais un petit peu plus jeune. Tu m'as dit, j'ai cru comprendre que parfois tu es un petit peu rattrapé par ces démons, si je puis dire. Plus petit, ça se manifestait comment et tu as compris quand que la prise de parole, l'éloquence, ça allait être ta manière de te sortir de l'ornière? Petit, ça se manifestait par le fait que je prenais moins la parole. Quand je la prenais, j'avais pas une grande assurance. Je suis le dernier de ma famille, donc aussi je pense qu'il y a cet effet on a des frères et sœurs plus grands qui, à table, en famille, prennent plus la parole. On a 5-7 ans de moins, forcément on a moins l'occasion de s'exprimer. Ça se manifestait plutôt comme ça. Et en fait, il y a une sorte de paradoxe, mais qu'en est pas un. On voit beaucoup de gens très timides qui font des concours d'éloquence. Et l'explication que j'y trouve, c'est que c'est tellement rare quand on est timide d'avoir un espace de liberté de parole de 5 à 10 minutes où on parle globalement quand même à peu près de ce qu'on veut et où personne nous interrompt. En fait, c'est génial quand on est timide. Il y a pas d'autres occasions comme ça dans la vie pour s'exprimer aussi longtemps devant autant de gens. Et donc moi, j'ai vu cette chance-là et je me suis dit, tiens, j'arrive pas forcément à parler tout le temps de ce dont j'ai envie de parler dans la vie de tous les jours. Là, on me donne un espace pour le faire, je le saisis. Et en fait, j'ai vu une forme de liberté formidable. Mais comment on arrive à vaincre? Parce que moi, je veux te dire, moi, je me sens très à l'aise quand je suis devant des caméras, mais par contre, quand je suis en public, j'ai beaucoup de mal. Moi, c'est plutôt l'inverse, tu vois. S'il y a du public, il y a des caméras, ça va. Mais par contre, si tu m'enlèves les caméras, je vais sentir le poids des regards. Alors que le poids du regard des caméras, ça me dérange pas. Mais par contre, je vais être tout de suite intimidé. Comment, toi, tu as réussi à... Ou t'as peut-être pas eu de problème, à vaincre le poids de ces regards, où tu as quand même le sentiment que, allez, pendant 3-4 minutes, tu as toute la salle, ça fait quand même pas mal de perdus, qui te regardent et qui t'attendent, qui disent, tiens, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, on résout jamais ce problème complètement. Mais alors tu regardes ailleurs ou Non, il faut regarder les gens, mais mon point, c'est de dire que, au fond, c'est pas très grave de se sentir épié et jugé. Enfin, c'est même l'exercice lui-même. Et c'est la contrainte qui rend aussi l'exercice intéressant, je crois. Et puis, deuxième chose, c'est à un moment, on vient même à l'apprécier. Alors, parfois, par ego, peut-être, de se dire, tiens, c'est génial, il y a plein de gens qui me regardent. Ouais. Ou peut-être pour des bonnes raisons aussi, de se dire, j'ai l'occasion de toucher, d'émouvoir, transmettre un message à plein de gens. Et donc, se rendre compte que l'enjeu est tel que c'est trop dommage de se laisser dépasser par celui-ci. Mais sur la question du stress, par exemple, je pense pas que le stress soit une mauvaise chose, honnêtement, quand on prend la parole. Parce que les espaces où on n'est pas stressé quand on parle pas très bien. À table avec ses amis, on n'est pas stressé généralement, et c'est pas là où on est le plus éloquent, je dirais. Et le bon niveau de stress, c'est celui qui permet à la fois la concentration et le relâchement. Pas le stress qui nous déborde, mais le stress qui nous pousse quand même à avoir une petite dose d'adrénaline qui fait que, hop, on se met en position de parler un peu mieux. Mais c'est vrai dans le sport aussi, par exemple. J'adore le tennis, par exemple. Les meilleurs sportifs sont dans un certain niveau de stress, évident, mais quand même relâché dans le geste. Exactement. Là, c'est Federer que tu dis quasiment. Ah, bien sûr. Et il y a ce terme qui est très bon en italien qui est la sprezzatura. La sprezzatura, c'est l'espèce de fausse nonchalance. Au départ, ça vient du monde de la mode, des gens qui ont un jean un peu troué, par exemple, mais c'est volontairement troué, c'est pas de la nonchalance. Il y a pareil au tennis, Federer, dans son geste, il y a une forme de nonchalance, de simplicité, mais qui est le fruit d'un travail et d'une concentration extrême. Oui, parce que tout paraît facile. C'est tellement énervant si tu vois le mec. Et dans la parole, il faut essayer de retrouver ça, ce niveau de concentration qui fait qu'on est un peu stressé et intéressé par l'événement, et en même temps trouver le relâchement qui fait qu'on n'est pas juste un robot qui lit un texte qui est crispé, qui arrive à retrouver, on en parlait tout à l'heure, du lâcher prise. Mais alors, comment ça se travaille sur le plan technique? Tu travailles encore aujourd'hui, ou alors quand tu sais que tu vas devoir délivrer un texte, tu te dis, tiens, il y a une petite gymnastique? Ouais, il y a chacun doit trouver la sienne. Chacun doit trouver la sienne. Avant la gymnastique, il y a juste le travail de... Ça prend du temps d'apprendre à parler, et donc il faut le faire plein de fois, il faut se rater plein de fois. Idéalement, on se rate quand on est jeune, comme ça, quand on est un peu moins jeune, on se rate plus. On a son texte sous les yeux ou pas? Ça dépend des concours, ça dépend des exercices. Je pense que c'est bien. Pardon, pourquoi? Parce que certains concours interdisent, par exemple, d'avoir... Oui, exactement. Ah ouais, d'accord. Et d'autres le recommandent. Heureusement que je suis pas très car. J'ai droit à des notes. J'ai droit à mes anti-sèches, tout va bien. Parce qu'en fait, d'ailleurs, il y a plein de formes d'éloquence. Il y a une éloquence du texte, qui est l'éloquence écrite, qu'on lit ensuite. Mais l'éloquence qu'on a là, qui est une éloquence conversationnelle, dialogique, c'est une éloquence différente. L'éloquence sur scène d'un slammer, d'un chanteur, d'un rappeur, elle est encore différente. Enfin, il y a 1000 formes d'éloquence. Et je pense que pour trouver sa zone, disons, de génie, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de répétitions. Et après, pour rentrer dans ce monde-là de la concentration et éviter le stress,
Moi, j'aime bien le rituel, quel qu'il soit. Ça peut être venir voir la scène avant, à quoi ressemble le micro, le pupitre. Ça peut être parler aux gens, regarder les gens dans la salle. Enfin, trouver des choses qui nous rassurent et qui font qu'on est pleinement dans le moment présent. Je pense qu'une bonne prestation sur scène, quelle qu'elle soit, elle est dans le présent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le ressouvenir du passé. À dire, tiens, mon texte, quand je l'ai écrit, j'avais pensé à ça, qui fait qu'on s'éloigne de l'instant qu'on vit avec les gens, on ne les regarde pas. On n'est pas dans l'anticipation du futur, qui est le stress, de si je me rate, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Une bonne parole, une bonne performance sur scène, elle est dans le présent. On regarde les gens, on regarde s'ils nous sourient ou pas, s'ils hochent la tête. Ouais. Moi, je hoche beaucoup la tête. Hein. J'espère pour des bonnes raisons et que ça veut dire que tu acquiesces. Je suis avec toi. Ouais. Mais voilà, je pense qu'une bonne prestation, elle nous permet d'être dans le présent. Ouais. Et donc tout ce qui fait qu'on n'est pas inquiété par d'autres éléments externes, ça peut être le micro, les gens, la salle, mon costume, comment je suis habillé, bref, le traiter en amont pour qu'au moment où je dois délivrer un texte, je sois vraiment là avec les gens. C'est un triple présent, hein, c'est le présent d'être présent, la présence, le présent de l'instant présent, et puis le plus beau des présents, le cadeau, le présent qu'on fait à l'autre. On est en période quasiment de Noël il y a quelques jours. Je crois qu'une bonne prestation, c'est un cadeau à l'autre. Et pour lui faire un cadeau, il faut être là avec lui. T'as vu, j'acquiesce encore. Pardon ? T'as vu, j'acquiesce encore. Ouais, exactement. Mais alors, sa zone, cette fameuse zone, quand on est dans la zone, cette zone de génie, comme tu l'appelles, on arrive, tu as le sentiment que tu arrives à la toucher du doigt ou à y entrer, justement, pendant les concours, grâce à ce petit stress, ou on peut aussi arriver à y parvenir, justement, pendant les répétitions, à l'entraînement. J'ai l'impression que c'est vraiment pendant les concours. Je pense que l'instant de grâce, déjà, il ne se provoque pas, il ne se décide pas. Donc il y a des moments où tu es concentré, tu as fait le travail comme il faut, et ça marche pas. Et parce que justement, ce qui est beau, c'est que c'est complètement imprévisible. Le passage que j'ai montré en 2021, là, tu le touches là ou pas, d'après toi? Ou tu vas me dire que non, c'est 2021. Je l'ai pas senti sur le moment, en l'occurrence. Je l'ai pas vécu comme ça. Moi, j'étais extrêmement stressé. Ça se voit peut-être pas à l'image. J'étais extrêmement stressé. Et donc, j'ai vraiment dissocié, c'est-à-dire que je ressentais rien. Et que j'étais uniquement concentré sur mon texte. Et donc, peut-être qu'aux yeux du public, j'ai peut-être touché. Mais moi, dans ma performance, dans la prestation, je l'ai pas vu. J'ai pas ressenti. Et de manière en même générale, temps, c'était un texte sur la fin d'année, donc ça s'y prêtait. Ça s'y prêtait, mais parfois, juste, nos émotions sont pas là. Et il faut faire le deuil aussi de ça, de se dire, on ne provoque pas. Et le pire du pire, justement, c'est de vouloir provoquer l'instant de grâce. De se dire, ah tiens, la dernière fois que j'ai fait ce texte-là, ou quand je l'ai révisé, il s'est passé telle émotion, et de vouloir la répliquer, non, parce que justement, on n'est plus dans le présent, à nouveau, on y revient, et l'instant de grâce, il se décide pas, il se vit. Et parfois, il est pas là, et c'est pas très grave. Et c'est pas très grave. Il y a des textes qu'on aime refaire, des textes qu'on a fait par le passé qu'on aime refaire, où il vaut mieux passer à autre chose et écrire pour peut-être, pourquoi pas, ressentir de nouvelles sensations. Je suis toujours stimulé plus par la nouveauté, mais c'est très personnel. Hein. Peut-être d'où la musique. Et puis une œuvre, quelle qu'elle soit, un discours, autre chose, une fois qu'elle est, disons, sortie, une fois qu'elle a été rendue publique, elle appartient plus vraiment à celui qui l'a créée. Et donc, c'est très étrange de chercher à se la réapproprier en la refaisant une nouvelle fois. Alors la musique, c'est un peu différent, parce que j'ai l'impression fondamentalement que chaque fois qu'on va chanter une musique, elle aura toujours un air un peu différent. Le discours, je ressens moins ça. Alors, dans les faits, c'est le cas, un discours qu'on le répète 2 fois, il n'aura pas exactement les mêmes sonorités, on trouvera des mots peut-être différents pour le dire. Mais je trouve que plus encore dans la musique, il y a ce truc-là il se passe un moment différent à chaque fois, parce que le public, la scène, la salle est toujours différente. Donc moi, j'aime la nouveauté, donc... Puis c'est génial, c'est que ça nous pousse à créer davantage. Est-ce que tu peux, parce que malheureusement, on doit déjà se quitter, le temps passe à une vitesse phénoménale, comme tu le sais. Malheureusement, on n'a pas d'emprise sur le temps. Enfin, moi, j'ai vraiment pas d'emprise sur le temps. Ça passe toujours trop vite avec mes invités. Est-ce que tu peux juste, pour la fin de cette émission, on va pas me faire le texte de fin d'année, de 2021, je ne te demanderai pas ça, mais si tu peux peut-être juste me faire le refrain de ta chanson, effectivement. Oui. Refrain qui parle du fait que voilà, le feu d'artifice, parfois, s'éteint en amour, dans le travail ou autre. Donc il dit amour tout feu, amour tout flamme, amour tout faux, amour tout fan, amour mythomane, amour tout faux, amour tout flamme, ok final, amour tout fan, amour pyromane. Merci beaucoup Pierre. Merci à toi. Merci pour ta venue. Extraordinaire. Pierre Faury, beaucoup de talent. Je vous propose et je vous invite à le découvrir si jamais vous ne le connaissez pas. Plus de 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram pour ne pas les citer. Il donne beaucoup de conseils très intéressants pour la prise de parole notamment. Et il y a beaucoup de projets, des sentiments à venir, beaucoup de nouvelles chansons. On a hâte de les découvrir. Pierre Faury, orateur, personnalité d'internet, poète, auteur du titre Juste un feu d'artifice, que je vous propose de découvrir. Et je vous rappelle rapidement ces 2 livres, La théorie des cordes, et très important, Exceller à l'oral, les 80 directs pour réussir. On en a déjà eu 3 qui sont ô combien importantes. Pierre, je te souhaite une excellente saison, une excellente année. À très bientôt.